Bonjour à tous. Merci si vous venez seulement de nous rejoindre. Merci d'être aussi fidèles au Café Moi, je littéraire voudrais bien qu'on et au fasse Festival Étonnant Voyageurs. Pardon? je voudrais bien qu'on fasse une nocturne un jour, tu vois, pour le samedi soir ou le dimanche soir ou le Quand ta lundi barbe soir. sera un peu plus longue alors. Ah, D'accord? pas tout de suite alors. Alors voilà, sur ce plateau, je suis vraiment très heureuse de recevoir Catel et Boquet, puisque c'est ainsi que l'on vous nomme sur vos livres. Et puis, à côté de moi, Éric Orsena et puis Bernard Matussière. Alors, c'est drôle parce que Éric Orsena et moi, on se connaît depuis avant qu'il ait le prix Goncourt, donc ça fait presque une quarantaine d'années, hein, on va dire. Oui, Donc, on a été présentés l'un à l'autre par Voltaire. c'est drôle, je m'en rappelle pas. et en fait, quand vous connaissez quelqu'un depuis aussi longtemps, que vous l'avez souvent interviewé, rencontré et tout ça, vous avez tendance à savoir tout de lui. Donc, moi, je ne vais pas refaire la bio. Bon, Éric Orsena, de l'Académie française, s'il vous plaît. Mais puis, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur une bio et je regarde, je me dis, je lis, il est né dans une famille bourgeoise, d'un père avec des origines cubaines, dirigeant une petite entreprise de jouets, et d'une mère issue d'une famille de paysans luxembourgeois devenus banquiers saumurois. Première bio. Deuxième bio, né d'une famille où l'on trouve des banquiers saumurois, des paysans luxembourgeois et une papetière cubaine. Bah alors, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est le roman. Non, c'est que c'est des variations. C'est vrai qu'une partie de ma famille est cubaine. Vous en rendez pas compte en dépit de mon physique élancé et sensuel. Mais je viens de Cuba et que le frère de mon père a choisi, qui était architecte et clarinettiste, a choisi de s'installer au Brésil. Donc pour moi, l'oncle d'Amérique, c'était évidemment latino-américain. Et donc, quand il y aura une nocturne, on va tous danser, car je serai votre professeur de salsa. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Car il y a des académiciens qui bougent, virgule, encore. Alors à côté Samba di una nota. Et à côté d'Éric, Bernard Matussière, qui est photographe passionné depuis l'âge de 12 ans, lorsque sa maman lui a offert, paraît-il, un Rolleiflex. C'est pas pareil, c'est vrai. Ah, c'est la vérité vraie. Vous avez travaillé au Japon pendant 2 ans, Oui, je suis resté 2 ans, oui. comme assistant d'un photographe qui devait être connu, mais dont le nom ne me dit rien, moi, parce que j'y connais rien. Personne, Tatsuki, je sais pas, on ne sait jamais, mais voilà, je suis parti là-bas pendant 2 ans. Pour apprendre la photo, on va dire. Voilà. Et puis après, alors là, vous avez été photographe de publicité. Oui, pas mal. Ouais. Pas mal. Vous avez fait, mais depuis, vous faites beaucoup d'expositions, de reportages. Et puis, vous travaillez surtout pour la chaîne de l'Espoir. Oui, j'ai travaillé une douzaine d'années avec eux. Une douzaine d'années, qui est une ONG de chirurgiens pédiatres. De chirurgiens pédiatres, voilà, c'est ça. Formidable, voilà. Des gens incroyables. Et pourquoi ils sont là tous les deux sur le plateau? Tout simplement parce qu'ils signent un livre ensemble, Éric Orsena de l'Académie française et Bernard Matussière, Voyage au pays nomade, l'eau, le sable et les rêves, paru aux éditions Anne-Marie Métellier, enfin Métellier on dit maintenant, mais l'amie Anne-Marie est pas loin dans le coin. Et puis Éric a une autre actualité aussi. Ces fleuves qui coulent en nous. Oui. Ça, c'est une sacrée actualité d'ailleurs. C'est aux éditions Julliard, et on parlera de ce livre-là aussi. Alors, ces fleuves qui coulent en nous, il y a plein de gens qui m'ont dit, au début, ils pensaient qu'il allait parler des fleuves, comme il a parlé comme il a déjà parlé des fleuves. Voilà, et en fait, il parle des fleuves. Oui, c'est des fleuves. Mais comme il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, donc j'ai appris un tout petit peu de médecine et tout ça, et donc j'avais envie de raconter, ces fleuves qui coulent en nous, au lieu de raconter le Tibre, le Nil et tout ça. Et donc j'ai eu envie de raconter ce que c'était que le sang, la lymphe, les larmes, et puis d'autres fleuves plus petits et plus incertains, comme le sperme. Et j'ai trouvé le plus beau titre de chapitre de ma vie entière, parce que j'ai appelé le sperme l'intermittent du spectacle. Ce qui, avouons-le, l'âge venant, c'est de plus en plus pertinent.
C'est Il y super. a une certaine sécurité de l'emploi, mais Oui, bon. oui, et de la surprise quand ça se passe bien. Voilà. Alors d'ailleurs, ça pourrait compléter la bio d'Éric, parce que cette histoire de siège occupé à l'Académie française, avant vous, il y avait Jacques-Yves Cousteau, Louis Pasteur et Jean Delay, et ils sont cités tous les trois. Et ça fait partie de l'histoire du livre et de cette passion des liquides de notre corps. Peut-être qu'il faudrait C'était expliquer la ça, Éric. curiosité, parce qu'au fond, je me souviens, quand est paru comme ça Le Monde du Silence, j'avais 9 ans, et brutalement, je me suis dit, comme je naviguais depuis l'enfance dans l'archipel de Bréa, je pensais qu'il n'y avait qu'une surface à la mer. Et puis je me dis, en dessous, il y a un monde. Ah bon? Exactement comme quand j'ai mieux connu ce que c'était que Pasteur, au lieu d'avoir des causes très incertaines, des miasmes et des choses comme ça, il y avait des serial killers qui étaient les virus, les bactéries. Et donc, c'est-à-dire, à chaque fois, trouver des univers vivants sous une surface qu'on croit tout à fait dans un monde complètement inanimé. Donc, en fait, à chaque fois, progresser dans l'exploration fascinée et terrifiée du vivant. Non, non, c'est incroyable. Hein, quand on lit ce livre, toutes les ressemblances qu'il y a finalement, même dans les termes, pour parler des fleuves et pour parler de notre circulation C'était intérieure. formidable. Le médecin de Louis XIV, par exemple, appelait On a bien connu ensemble. Oui, Toi et moi. oui, Bien sûr. surtout toi, parce que moi j'étais déjà très très vieux à l'époque, et il appelait les larmes, écoutez bien, le sang de l'âme. Ah, c'est joli. Pas mal. Alors il soignait rien du tout, mais quel poète. Oui, moi, pareil, hein, quand j'ai pris le livre, avec en plus cette image de couverture où c'est quand même un delta de fleuve, on se dit, on va parcourir le monde. Et en fait, c'est un peu. Vous vous souvenez de ce film de science-fiction, Le Voyage Fantastique, où on miniaturise des gens et on les injecte dans le sang et puis ils traversent tout le corps? C'est ce qu'on fait. Avec à chaque fois une découverte de ce qui nous constitue, de tous ces liquides qui nous constituent. On est combien 80% d'eau? C'est à peu près ça? Tout à fait. C'était frappant parce que un jour, je me retrouvais avec ma femme au bord du Mékong et il y avait un barrage en construction. Et ma femme a fermé les yeux et elle a dit, tu vois la différence avec ce bassin à Luang Prabang? Le fleuve était libre. Ici, il est malheureux parce qu'on l'emprisonne. Écoute. Il faut vous dire que ma femme Isabelle est médecin vasculaire. Et un médecin vasculaire, il ne regarde pas seulement sur l'ordinateur, partout c'est rétréci, il écoute. Et certains bruits ne sont pas du tout rassurants. Et c'est comme ça qu'on vous dit, écoutez mon cher monsieur, ça serait bien qu'on vous pose un stent. Et un stent, ou une dérivation, ou un pontage, c'est exactement ce qui se passe avec les fleuves. Et donc il y a cette grande logique du Moyen-Âge, où au fond, le corps est une planète miniature. Et que Dieu, dans sa création, a créé à différentes échelles une planète et le corps. Et donc c'est cette unité du vivant que nous avons cassée, notamment, écoutez cette phrase folle, quand on se rend compte que la médecine générale est devenue une spécialité. C'est-à-dire, c'est l'unité du vivant. One Health, c'est ça cette affaire. Voilà. Tu me fais taire parce que personne n'est plus bavard que moi. Alors oui, je te fais taire d'ailleurs, parce que je voudrais quand même qu'on fasse entrer Bernard aussi dans la danse, si j'ose dire, même si on est statique. Dansons. La salsa. Bernard qui signe donc ce livre avec Éric Orsena, Voyage au pays nomade. Alors ce qu'il faut raconter quand même, le premier chapitre s'intitule L'amitié, et en fait vous vous êtes connus tout jeunes, tous les deux. Il faut parler dans le micro, Bernard. Une bonne cinquantaine d'années. Une bonne cinquantaine d'années. Oui. Et d'ailleurs, il a été jaloux de vous, il le dit, hein, tu le dis dans le livre, Éric, parce que... Il l'est encore. Ah, il l'est encore? Ouais. Ouais. Parce que, pourquoi? Explique-nous pourquoi tu es un peu jaloux de Bernard, Éric. À cause de son métier de photographe? Parce que moi, je rencontrais des conseillers d'État et lui rencontrait des mannequins. Oh, c'est pas que ça. Hein. Non, mais c'est l'autre point. Comme nous sommes des fous du réel, c'est-à-dire on est des reporters. Moi, je voulais être Tintin quand j'étais petit. Tintin et Tournesol. Vraiment. C'est-à-dire, la planète me fascine. C'est-à-dire,
connaître, rencontrer, connaître, etc. Et moi, je bosse comme un fou, je lis des trucs, etc. Lui, il arrive avec sa boîte magique, clac, et tout est résumé. Et c'est ça, l'œil magique complètement. Il n'y a pas besoin de, comme ça, de faire 800 pages, brutalement. Le vivant est résumé en une seule fois. Et ça, c'est son œil. Donc, c'est comme dans d'autres domaines. Moi, je mets, si tout va bien, 30 ans à emballer, lui, un regard, et ça tombe. Tu parles de quoi, là? Mais je sais pas. Mais c'est une allégorie. Ah, très bien. Très bien. Ça me rappelle. Alors, on va naviguer entre les deux livres, peut-être, hein, c'est le cas de le dire. Juste, parmi tous les fleuves qui coulent en nous, le plus vital est celui de l'amitié. Ah, et C'est beau. Belle, ouais. Moi, c'est clair, je suis un enfant de l'amitié, c'est-à-dire, pour être franc, je ne m'intéresse pas du tout à moi-même, mais j'ai, comme on disait de Bernard Pivot, le goût des autres. Et donc, moi, j'ai été fabriqué par la confiance. C'est-à-dire, quelqu'un me dit, ah, voilà, et avec Bernard, on faisait une sorte de championnat de regard. C'est-à-dire, chaque jour, on partait le matin, comme ça, chacun d'un côté, et puis le soir, on disait, tiens, qu'est-ce que tu as vu de Cuba? Qu'est-ce que tu as vu du Mali? Qu'est-ce que tu as vu de cette ville du Niger? Qu'est-ce que tu as vu du Bangladesh? Et puis, en général, c'est le photographe qui gagnait. Moi, j'avais un petit personnage, une petite histoire, un petit truc, mais lui, c'était, hop, un résumé. Et donc, c'est ça qui est fascinant. Comme vous avez vu les dessins de presse, c'est-à-dire souvent, l'ensemble du journal Le Monde, Plantu, c'était mieux. Ça disait en plus court, quoi. C'était plus facile de comprendre vite. Et alors, pourquoi le noir et blanc, Bernard? Le noir et blanc, d'abord par goût personnel. Et un jour j'ai lu une phrase, malheureusement, je ne sais plus qui. Le type écrit noir et blanc. Je me souviens plus. Ça va me revenir. Non, mais c'était beau. On vous croit sur parole. Hein. Vous voyez, de temps en temps, l'utilité d'avoir un mec qui a des mots, quoi. Et donc, tu voulais être Tintin au départ. Il voulait être Tintin au départ. Après, tu voulais être Mini Kappa. Mini Kappa, c'est vrai, quand on voit les grandes photos de Kappa sur le mec qui meurt ou le mec qui débarque, c'est la vie, la mort, c'est résumé. Et c'est pour ça que j'ai eu des liens très forts avec d'autres photographes, comme Henri Cartier-Bresson, qui m'a demandé de faire une préface sur ses livres, sur ses photos de paysages, ou avec Salgado, avec qui j'avais un projet qui a été interrompu parce que Sébastien nous a quittés. Et c'était un peu ça, c'était l'alliance qu'on avait, parce qu'il était franco-brésilien. Et donc, c'est toujours comme ça, comme avec les savants, vous voyez. Je suis sans arrêt fourré à l'Académie des sciences pour qu'ils m'expliquent un peu comment ça marche. Comment ça marche. D'ailleurs, l'année dernière, tu étais là avec un géologue aussi, avec Pierrick Graviou. Qui est là encore cette année. Pierrick, il est là, qui est quand même le type, avec son prénom et son nom, il était quand même complètement assigné à résidence. Parce que quand on s'appelle, son prénom Pierrick et quand on se nomme Graviou, c'est dur d'être autre chose qu'un géologue. Et alors ce géologue, il est absolument magnifique parce qu'il m'a vraiment expliqué ce que c'est que la Terre et notamment ce que c'est que le temps, c'est-à-dire le temps de la géologie. C'est-à-dire même un tout petit ruisseau, si on lui donne 10 millions d'années, il creuse une très importante vallée. Vive la lenteur, au Chi. Alors, racontez-nous un peu, quel pays vous avez visité là, ensemble pour ce livre, hein? On a été d'abord à Cuba, ça c'est la première fois qu'on est parti. Ensuite, on est allé plusieurs fois en Afrique, dans plusieurs endroits. On a été en Inde, on a été au Bangladesh, on a été en Chine plusieurs fois. La Chine, vous n'avez pas vraiment aimé, pas Bernard? Spécialement, je n'ai pas accroché, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à trouver 5-6 photos, même ça, je sais pas. Ça paraît bizarre parce que la Chine est énorme, mais je ne sais pas, ça n'a pas bien marché. Ça t'a surpris, ça, Eric? Non, parce que c'est peut-être moins directement visuel, et puis on n'a pas trop le droit de faire des photos, parce qu'on s'est fait choper quand même, et on s'est fait arrêter un peu, et puis libérer par l'ambassade, donc c'était moins complètement évident. On est resté moins longtemps aussi, alors que la Chine est évidemment complètement gigantesque, mais on a été dans des pays où on ne peut plus aller. Imaginez qu'on est resté le Mali, c'est-à-dire on est allé souvent. Oui, nous, hein. Le nord-est du Mali, c'est-à-dire à la frontière, comme ça, au-dessus du Niger, à la frontière de l'Algérie. Et on se retrouvait dans des endroits incroyables.
sans protection aucune, après quelques amis, et on remontait là. Et on se retrouve un jour dans juste à Inhalit, à la frontière algérienne, et le sous-gouverneur nous dit eh ben, vous restez ici parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux plus haut. Alors on reste un jour, 2 jours, et puis au bout de 2 jours, il nous dit j'ai trouvé la solution. Ah bon, laquelle? J'ai 2 escortes. Ah bon, 2 escortes, pourquoi 2? Parce que la première est gratuite. Et là, on applaudit, parce que c'est magnifique, non? Oui, ça. Vous êtes allé au Bangladesh aussi. Alors, le Bangladesh, c'est pour ça... Avant-garde martyr du dérèglement climatique. Alors, c'est ça le Bangladesh, parce que le Bangladesh aussi, vous savez, tous les deltas du monde sont menacés. Mon métier, c'est les fleuves, c'est l'eau et les rapports. Et tous les deltas du monde sont menacés. Et le Bangladesh, où il y a quand même 150 ou 160 millions d'habitants, il est menacé. Pour des raisons, on a multiplié les barrages en amont, donc moins d'eau douce pour résister à la montée de l'eau salée du golfe du Bengale. On a foutu en l'air les mangroves qui protègent. On a creusé un peu, ce qui fait que ça va être sous l'eau. C'est-à-dire qu'on aura 50 millions de réfugiés climatiques. La dernière crise qu'on a vue entre l'Inde et le Pakistan, ce n'est pas du tout des affaires de touristes sur le Cachemire, c'est le contrôle du fleuve Indus. C'est-à-dire s'il n'y a pas le contrôle. Et ce qui m'intéressait, c'était d'être promeneur et en même temps d'être prof à l'école de guerre de ces questions de géopolitique des fleuves. Vous voyez, c'est un peu les deux en même temps, c'est-à-dire expliquer le monde aujourd'hui des tensions sur évidemment la rareté de l'eau. Alors, Bernard ne s'est pas contenté quand même de ne présenter que des photos dans ce livre. Il s'exprime un peu aussi. Quelquefois, ça m'arrive, je parle un peu, quelquefois. Et de parler aussi. Enfin, d'écrire, aussi, je veux dire. Et c'est comme ça que j'ai vu que la Chine, ça n'avait pas été vraiment un endroit qui vous avait beaucoup marqué. Tu voulais redire quelque chose à propos de ces fleuves qui coulent en nous? J'avais envie de parler de Bachelard à cause de ma barbe, parce que j'essaie de lui ressembler. Mais parce que Bachelard, c'est un philosophe qu'on a méprisé, qu'on a ignoré, et qui se trouve être quelqu'un qui a eu l'intuition de l'importance et de l'eau et du rêve. Et je voudrais faire ce lien-là, parce qu'il me semble que dans ce livre-là, en tout cas, c'est un livre médical, c'est un livre géographique, c'est un livre qui est un livre de voyage, mais c'est aussi un livre sur la fiction, la littérature et le rêve. Et Eric, tu montres bien là qu'il y a un lien entre finalement le monde liquide et les rêves. Et cette espèce de fluidité qu'il y a dans l'imaginaire et dans les rêves. Et ça m'intéresse. Et moi, ça m'a passionné. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le lieu des métamorphoses. Puisque l'eau est en 3 états. L'eau, elle est liquide, elle peut s'évaporer, et elle peut devenir solide en étant de la glace. Donc ça change sans arrêt. C'est le lieu même. Et qu'il y a des phrases très très belles, notamment du poète allemand Hofmannsthal qui dit « Celui qui croit à la force du cercle ne craint pas la mort ». C'est-à-dire on se prend dans une sorte de grand cercle comme ça, qui est tout à fait fascinant comme ça. Et puis c'est évidemment la musique. Et puis c'est évidemment les religions. Toutes les religions sont liées à un fleuve. Parce que c'est la vie même, évidemment, et les métamorphoses de la vie et la mort complètement unies. Et donc, plus en termes de santé, comme disait Pasteur, qui disait « nous buvons 80% de nos maladies ». Et vous voyez aussi ce qui est en train de se passer. En première page d'Ouest France, ce matin ou hier, il y avait les moustiques. Quand on m'a dit « Ah, vous vous intéressez aux moustiques, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Tous les départements maintenant accueillent des moustiques tigres qui sont potentiellement porteurs de tout ça. Donc, vous voyez cette double dimension. C'est pour ça que... Et l'eau, c'est le miroir de nos sociétés. Dites-moi, comment vous produisez l'eau ? Au bénéfice de qui? À quel prix? En respectant quoi? Je vous dirai exactement à quelle société vous appartenez. Donc, moi, je trouve que les académiciens de l'Académie française sont plus persuasifs, peut-être plus persuasifs que les académiciens de l'Académie des sciences, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Alors moi, je pense qu'il faudrait quand même que vous soyez un peu leur porte-parole. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Et je vais vous donner un exemple. C'est que j'ai travaillé sur l'eau.
On m'a dit tout ça est sympathique, tout ça, mais nous sommes une nation tempérée et donc on manquera jamais d'eau. Ouais, On regarde ce qui se passe en ce moment. On alterne, vous voyez, ce genre de mécanisme. Et je me suis rendu compte pourquoi. Et ça, on est au cœur des étonnants voyageurs. C'est-à-dire que raconter une matière, c'est-à-dire l'eau, c'est pas suffisant. Il faut incarner. Il faut des personnages. C'est pour ça que je suis passé par les fleuves. C'est pour ça que je suis passé par les rivières et que je fais paraître là un livre pour enfants, des CM2, faire adopter à l'iconoclaste en mois d'août, fin août, faire adopter par une classe de CM2 100 mètres de la rivière la plus proche de l'école. Ah, c'est joli. Et j'ai fait ça, je ne pouvais pas imaginer les gamins qui sont là, ce qu'on appelle l'école du dehors. C'est-à-dire, une fois par trimestre, ils sont là, ils disent « Ah, Martin Pêcheur, ah bon, Martin Pêcheur, ah bon, le Martin Pêcheur, il creuse des tunnels, et c'est quoi ces petites billes-là? Ah ben c'est du plastique, ah bon, et à côté, marron, ben, c'est du caca, mais pourquoi c'est différent? Parce que le plastique, c'est pas la vie. Ah bon, d'accord, et c'est quoi le plastique, etc., etc. Ils sont là comme des fous, et on fait des fresques des rivières à chaque fois. Donc moi je suis prof, hein, sur ma tombe c'est prévu, l'Anne Modé, 22610, il y a ma tombe, prof. Et donc là, et ça sera comme ça, donc adoptez votre rivière. Merci Eric, on va redonner les titres des livres tout à l'heure, mais on va enchaîner avec Cattel et Bocquet pour... Alors, je vais donner leur nom en entier. Au début, là, Cattel Muller ou Cattel, et puis Jean-Louis Bocquet ou Bocquet, puisqu'ils font ça à deux, mais ils font aussi plein d'autres trucs tout seuls ou avec d'autres. Hein. Donc, Cattel est diplômé des arts décoratifs de Strasbourg. Elle se spécialise dans le portrait en bande dessinée de femmes remarquables. Il y a toute une collection qui est remarquable, autant que ces femmes. Il y a un album ainsi, soit Benoît Groult, qui est chez Grasset, qui a eu le prix Artemisia de la bande dessinée féminine. Benoît Groult qui est venu aussi ici sur le plateau du Café illustratrice de livres pour la jeunesse, illustratrice de presse, et j'en passe. Jean-Louis Bocquet est né dans une famille d'architectes et d'écrivains. Il publie son premier article à 11 ans. C'est ça, c'est juste oui. Donc, voilà. Dans Bulle, il était fanzine. précoce ce garçon. Ah oui, oui. Et puis, bah, voilà, il travaille un temps avec Jean-Luc Fromental qu'on apprécie énormément. Il a travaillé avec nous pendant des années, Jean-Luc. C'était vraiment un personnage... qui me manque aussi. Il est là, et pourtant il est vivant, hein, excusez-moi, parce que je le précise parce que nous avons perdu tellement de gens de l'équipe. Non, Jean-Luc va très bien. Attaché de presse des Humanoïdes Associés en 1983. Oui, c'était quand même le siècle dernier. Ça, c'est le siècle dernier. À l'époque de Voltaire. C'est quand même la grande époque Métal Hurlant, voilà. Et puis, la première, c'était Kiki de Montparnasse. Non, vous en avez fait avant? Ensemble, oui. C'est le premier album qu'on a fait sur le modèle très connu des peintres, des sculpteurs, des poètes, qui était Kiki de Montparnasse. Et qui avait évidemment une vie en dehors d'être juste modèle des peintres et tout. Et c'est ce que vous montrez dans cet album-là, mais dans tous les autres albums qui suivent, Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Alice Guy, qui est la première femme réalisatrice. Et puis là, Anita Conti. Alors là, on va en parler et on va peut-être même, je ne sais pas, est-ce qu'on va commencer par ça? Juste d'abord leur demander ce qui leur a donné envie, ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette grande dame. Alors je vais vous faire rougir. Je prends la parole le premier, mais c'est le jour où vous, Maët, vous avez reçu Anita Conti, ici, là, à quelques dizaines de mètres, dans la rotonde. Voilà, c'était en 1994. Elle est venue en 92 et 94. C'est ça, et là, en 94, elle était avec Théodore Monod et Ella Maillard. Plateau d'enfer, évidemment, et moi j'étais dans le public et les yeux écarquillés. C'était incroyable. Anita Conti arrivant en fauteuil roulant parce qu'elle n'arrivait plus à marcher, et la Maillard qui avait une canne parce qu'elle avait des difficultés, ils étaient très âgés tous, et Théodore qui avait sa canne lui aussi, et ils sont montés sur le plateau tant bien que mal, et ils se sont assis, on a envoyé le générique et... Alors là,
Ils étaient les trois flammes ils étaient extraordinaires. Ah oui. L'esprit extrêmement vif, et puis Theodore Monod et Anita Conti se connaissaient depuis les années 40, et c'était intéressant parce que chaque fois que vous essayez de mettre Anita en valeur, elle, tout de suite, elle dit « Oh non, non, mais moi je suis beaucoup moins importante que Théodore, qui est un génie, que Ella, qui a tellement voyagé, etc. » C'est-à-dire vous aviez du mal à lui faire raconter sa vie tellement elle était humble. Et c'était pas de la fausse modestie, c'était pas de la fausse humilité, parce qu'elle avait énormément d'esprit, elle était extrêmement drôle. Voilà, moi j'ai été totalement séduit ce jour-là de 1994. Ella Maillard, vous pouvez le revoir sur les archives du Café littéraire, vous allez sur le site d'Étonnants Voyageurs et vous retrouvez ces images. Et ce qui était drôle aussi, c'est que Ella Maillard, qui était elle nous faisait un peu peur, on l'avait surnommée Tati Daniel, parce qu'elle n'était pas comme... Elle souriait peu. Elle n'était pas comme... de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quel livre allons-nous parler? Peut-être de votre voyage en Russie. Ah, mais ils vont rien comprendre. Celui-là, on n'en a pas parlé encore, ce serait bien, enfin, etc. Et elle était terrible parce qu'elle parlait comme ça. Elle oubliait toujours de mettre le micro devant elle. Et il y avait Anita qui était si gentille, qui lui prenait la main et l'autre qui la fusillait. Merci. Mais d'un air... c'était vraiment, vraiment drôle. Donc, je suis heureuse ça, c'est la que toute ce première soit, rencontre, grâce à vous, grâce à Étonnants Voyageurs, et Michel Lebris qui venait de rééditer ses livres, puisque Anita a écrit 3 livres, dont le fameux Racleur d'océan, dans les années, au tout début des années 1950. Voilà, premier acte. Parce que c'était quand même vous aviez déjà commencé cette collection. Oui, on a fait c'est une collection qu'on a nommée, nous, les clandestines de l'histoire, c'est-à-dire des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas forcément bien reconnue ou gardée en mémoire. Donc on essaie de les faire ressortir parce qu'elles ont vraiment marqué notre histoire de façon profonde, chacune dans des domaines très différents. Alors Anita, nous on a débarqué à Fécamp, qui est en Normandie, il y a une quinzaine d'années. On s'est installé là-bas, on a un peu quitté Paris, on a pris un atelier au bord de la mer. Et puis est survenu le Covid. Un petit phoque était au pied de notre atelier, on voyait à nouveau les poissons dans l'eau, enfin, c'était merveilleux, la nature se réveillait enfin. Et on voyait en face de nous le lycée Anita Conti, le bateau Anita Conti, la rue Anita Conti. On avait les livres d'Anita Conti et c'était tout à coup une évidence, mais notre prochain personnage, c'est Anita Conti. Tout le monde sur les bords de mer en France la connaît, tous les marins la connaissent, l'avaient surnommée la Dame de la mer, et le grand public ne la connaît absolument pas. Et en même temps, elle a marqué de mille manières l'histoire de la mer. Et voilà pourquoi ça nous a paru naturel et évident de faire enfin un gros livre sur elle. Bravo. On va regarder un extrait de... Alors, c'est pas en 94, c'est en 92. Voilà, vous allez découvrir des images. J'espère que tout le monde va pouvoir voir des images. Un petit extrait d'Anita Conti, cette année-là. Dites-moi, comment est-ce que vous avez pu réussir à imposer des idées pareilles à un monde de la pêche, à un monde de la mer, qui... il n'y a pas encore si longtemps, considérait qu'une femme sur un bateau portait malheur. Jean, vous ne direz pas le contraire. Il y a un moment où on disait que les femmes portaient malheur à bord des bateaux. Donc vous avez commencé à embarquer très tôt à bord des bateaux, seule femme à bord, avec des équipages pour de longs mois. Oui, il n'y a jamais eu de problème, ça n'a jamais été difficile. Non, parce qu'avec moi, c'est très simple. Je ne suis pas là parce que je veux être là. Je suis là parce qu'on vient me chercher. Et on vient me chercher parce que je réponds facilement aux curiosités scientifiques qui sont celles d'un équipage entier qui a besoin, pour travailler utilement, de savoir pourquoi il agit, dans quelles circonstances il agit, dans quel milieu il agit, et comment il va vouloir améliorer les conditions dans lesquelles il agit. En réalité, je suis tellement simple que tout le monde est simple avec moi. Et je ne sais pas ce que c'est que de connaître un mauvais accord d'action. Elle est extraordinaire parce qu'elle est extrêmement modeste. Moi, ce que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en lisant la BD, c'était son enfance dans un milieu plutôt assez bourgeois. Elle est la fille d'un médecin hygiéniste, puisqu'elle naît en 1899, donc elle a toujours... en 94, elle a 95 ans.
Là, 80, on vient de la voir, donc à 93 ans, toujours pleine d'esprit, très érudite évidemment, très cultivée. Son père est médecin hygiéniste d'origine arménienne. Elle est née en 1899 et un médecin hygiéniste, ça veut dire que on est dans la haute bourgeoisie. On va quand même passer la saison en bord de mer. Et la première chose qu'ils vont faire à peine un an après sa naissance, ils sont au large de l'Orient, dans un canot, et tout à coup, ils jettent leur bébé, Anita, à la mer. Elle ne marche pas encore, hein, évidemment. Donc, ils inventent le concept, finalement, des bébés nageurs, exactement. Et évidemment, ils la repêchent immédiatement, puisqu'elle est tout à fait dans son élément. Elle le sera pour toute sa vie, et elle aimera répéter, ça sera sa grande légende, c'est qu'elle a appris à nager avant d'apprendre à marcher. Voilà. Ça, c'est la grande légende d'Anita Conti. Oui, c'est très intéressant cette enfance qui prend beaucoup de place dans le livre parce qu'on voit toute sa formation. On voit son intérêt pour la mer, on voit son intérêt pour les gens. On voit aussi cette petite fille espiègle, drôle, indépendante. Et il y a une petite scène où il y a une conversation avec Madame Marie Curie, quand même. C'est pas rien, elle a rencontré plein de gens. Hein. Alors là, il y a toute une liste à la fin de gens qu'elle rencontre. Et puis des enfants qui ont récolté des coquillages. Et on lui demande, il paraît que tu as failli pêcher un requin. Et elle dit, ben non, en fait, on exagère, c'est pas du tout ça. On a été surpris, on a avalé de l'eau et tout. Et on la félicite pour sa franchise et pour son humour. C'est-à-dire que d'emblée, il y a un personnage comme ça qui s'installe et on voit que toute sa vie, c'est ça. La franchise, l'humour et puis une certaine audace. Et oui, pour devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une femme totalement affranchie, hors des conventions, qui est une vraiment étonnante voyageuse, qui part sur les bateaux remplis de cinquantaine de marins, seule femme, et qu'elle arrive à se faire respecter, jamais humiliée, jamais abusée. Il faut quand même avoir un fort tempérament. En plus, alors on parlait de l'eau qui se transforme au fur et à mesure, la rivière, le fleuve, la mer. Mais Anita, c'est comme de l'eau, elle se transforme au fur et à mesure dans son élément. Elle avance, elle comprend les choses, elle les analyse au fur et à mesure, et elle s'en sert pour transformer son point de vue et nous le transmettre. Toujours, tout au long de sa vie, ça va être la métamorphose, et ça va être toujours la recherche, une fois qu'elle a trouvé quelque chose, la recherche pour aller plus loin, encore plus loin, dans la conscientisation des mers, des océans, de ce qui se passe au-dessus de la surface, mais aussi en dessous, et qu'elle découvre que c'est la catastrophe, déjà il y a une centaine d'années. C'est quand même très précurseur. Ah oui, oui, oui. On n'y croit pas, parce qu'en fait, ce discours-là, on ne l'a pas entendu jusqu'à à nouveau il y a une dizaine d'années. Alors que dès les années 1930, en tant que journaliste, elle dit déjà que la mer est en train de devenir l'égout de l'humanité. Donc c'est pas seulement une précurseuse, elle est directement une lanceuse d'alerte avant la lettre. Elle sera beaucoup de choses avant la lettre. Oui, c'est vrai. On la considère aujourd'hui comme vraiment la pionnière de l'écologie, la première océanographe qui est allée voir sous la mer avant Cousteau. D'ailleurs, elle a rencontré Cousteau qui était plus jeune qu'elle. Il l'engagera sur la Calypso parce qu'elle aura déjà démarré toutes ses recherches en fait, pour comprendre comment fonctionne l'écosystème sous l'eau et découvrir qu'on est en train de le massacrer au fur et à mesure avec la surpêche, avec la pollution. Enfin, tout ce qu'on sait aujourd'hui, elle l'avait déjà vu il y a 100 ans et elle a cherché des solutions et elle en a trouvé. Et c'est ça qui est très intéressant au fur et à mesure de sa vie, c'est qu'elle a trouvé un tas de solutions qui ont été pérennes, mais évidemment repris et revus par les industriels qui ont de nouveau abusé. Elle rencontre un tas de gens. Enfin, c'est assez incroyable. On a parlé de Cousteau. Elle est embauchée par Théodore Monod. Elle rencontre Marie Curie, j'ai dit tout à l'heure, même si elle était toute petite, Macorlan, qui lui donne un surnom très affectueux. C'est touchant, quoi, leur relation. Et on a l'impression qu'elle a croisé comme ça, finalement, des gens qui ont énormément compté à travers ce siècle, sur des questions importantes, qui sont des questions à la fois littéraires, politiques et écologiques, on va dire aujourd'hui. Bon, elle accueille Gaston Defferre en Afrique.
à un moment où Gaston Defferre a une position aussi. Quelques mois. Mais voilà, quand même, il est là, il lui promet des choses parce qu'il a à ce moment-là la possibilité de le faire et puis le gouvernement Léon Blum est renversé. Mais voilà, c'est incroyable aussi le nom de genre. Est-ce que sa manière d'être, finalement très naturelle, a permis ça aussi? C'est-à-dire pas seulement le milieu duquel elle vient, mais peut-être aussi cette façon d'être très simple avec les gens. Moi, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'avais l'impression de la connaître. En plus, on a vraiment rencontré son fils, Laurent Giraud-Conti, qui nous a donné encore plus envie de travailler sur elle, parce qu'il a vraiment travaillé de concert avec nous a donné vraiment la clé de son intimité, beaucoup de documents. Et oui, plus on rentrait dans son intimité, plus on avait l'impression que c'était une amie, par sa franchise, sa gentillesse, son intérêt à l'autre, son humanité, et aussi tout ce qu'elle ressentait par rapport au monde animal, au monde marin en particulier. Elle disait par exemple que en fait, dans les océans, c'était pas le requin qui était dangereux pour l'homme, mais c'était le contraire, c'était l'homme qui était dangereux pour le requin. Déjà, elle, quand elle avait commencé à faire de la reliure très jeune, elle utilisait de la peau de requin, du galucha pour faire les couvertures de livres. Après, elle a eu une expérience toute jeune, quand elle est tombée, qu'elle a vu un requin pèlerin, elle n'a pas du tout eu peur. Au contraire, elle était fascinée par cet énorme animal, mais tout à fait inoffensif. Et quand elle est allée en Afrique, où elle a créé une pêcherie avec sa compagne, Paquerette, elle a aussi travaillé sur le requin, parce qu'il fallait nourrir non seulement pendant la guerre les Français, il fallait trouver d'autres choses que la morue, puisque c'était la guerre en France. Donc elle s'est mise à pêcher dans les eaux d'Afrique. Et elle s'est rendue compte que le requin pouvait largement remplacer la morue, mais alors du début à la fin, c'est-à-dire comme dans le cochon tout est bon, elle disait dans le requin tout est bien, de la peau justement pour le galucha, jusqu'à la viande, le foie, tout était bon, et elle nourrissait les populations grâce à ça. Oui, elle disait qu'elle a dénoncé la surpêche en disant mais c'est épouvantable, les pêcheurs rejettent à l'eau des poissons qui sont en fait des poissons comestibles, donc ils les rejettent à l'eau, ils sont morts, hein, c'est trop tard. Comme le sabre. Oui, et des poissons comestibles, etc. Donc elle avait une réflexion oui, c'était sa sur... toute première réflexion après avoir dénoncé la surpêche, où on parlait de production, mais elle disait en aucun cas c'est de la production, c'est de la destruction qu'on fait. En plus, on pêchait 1000 tonnes de poissons, on en rejetait 500, parce que c'était des faux poissons, entre guillemets, qui avaient des sales gueules. Et donc, elle a montré à la population qu'on pouvait garder ces poissons. Et avec l'exemple du sabre, qui était une espèce de poisson affreux, comme une anguille, eh bien, que c'était très bon, elle l'a fait cuisiner. Et finalement, elle est à l'origine d'aujourd'hui ce qu'on appelle le surimi. Parce qu'elle a appris qu'il fallait, en fait, consommer ce poisson, le récupérer. Donc ça, c'était son premier combat, la récupération du poisson. Le recyclage, et elle disait que si même l'homme ne pouvait pas le manger, c'était les animaux ou même la terre qui pouvaient recycler ça. La vie n'est que tuerie. Elle a dit ça, elle a écrit ça. C'est quand même une phrase extrêmement forte qu'on retrouve plusieurs fois dans le livre et qu'elle dit en public à un moment, parce qu'elle se baladait avec un boa, un moment. Un boa constrictor. Constrictor. Ah oui, un boa. Alors, d'Afrique. Bon, son compagnon quand même. C'était son compagnon. Voilà. Au lieu d'avoir un chien ou un chat, elle avait un boa autour du cou. Mais elle montre bien, c'est un peu comme le cycle de l'eau. Elle montre bien, elle a bien, en tout cas, c'est ce qu'on comprend dans la bande dessinée, que le cycle de la vie, c'est aussi le cycle de la mort. La grande chance d'Anita, on disait tout à l'heure qu'elle était d'une famille de la grande bourgeoisie. Sa grande chance, c'est qu'elle n'est pas allée à l'école. Elle avait des précepteurs. Elle n'a pas fait d'études. Peut-être, si elle avait fait des études, aurait-elle été chercheuse à Roscoff, et étant donné l'époque dans laquelle elle a grandi, elle aurait sans doute été coincée dans un laboratoire sans possibilité d'aller plus avant dans ses expériences pendant des décennies. Sa grande chance, c'est que les autodidactes, ils sont tout le temps obligés de réinventer leurs méthodes. Et c'est sans doute ce qui a permis à Anita de pouvoir être successivement journaliste, vulgarisant le travail des scientifiques autour de la mer, mais aussi photographe, aussi cinéaste, océanologue, parce qu'elle avait cette mission aussi de rapport. Elle disait d'ailleurs qu'elle n'était pas réellement océanologue, mais qu'elle était le vecteur, elle donnait des informations
à des scientifiques qui, eux, étaient capables d'en tirer des théories. Et chacune de ces avancées se fait de manière empirique. Elle se pose des questions, elle essaye d'y trouver des réponses. La première de ces questions, c'est évidemment tout ce poisson qu'on est en train de gâcher, tout ce poisson qu'on surpêche. Alors, elle va même, à la demande de Cousteau, dans les années 60, commencer à développer au musée océanographique, à l'Institut océanographique de Monaco, un nouveau type de chalut. Un chalut qui serait sélectif, qui permettrait de choisir, tiens, c'est un banc de maquereau, eh ben on chope ce banc de maquereau. Ces morues-là, on va les prendre. Et puis au moment de déposer ce brevet, alors qu'elle a mis au point son invention, elle se dit, mais je suis en train d'inventer un engin de mort de plus. Mais non, il faut inventer la vie. Et c'est là, donc, à la fin des années 60, elle est en train d'approcher les 70 ans, qu'elle décide de développer l'aquaculture en haute mer. Elle est la première, c'est une Elle a pionnière. l'idée de la reproduction du poisson, ce qui ne se faisait pas en mer. Ça se faisait en rivière, mais pas en mer. Et donc, elle avait des bouts de ficelle. Elle est partie en mer de Norvège sur une péniche. Elle a mis des cages, elle a mis des alevins. Et puis, ça a marché malgré la marée noire, malgré un tas d'obstacles. Mais elle n'a pas déposé le brevet. Mais elle avait trouvé la solution. Et c'est là qu'elle dit... Il est temps que je passe au deuxième stade de ma vie professionnelle, l'action. Elle a 66 ans et elle dit bon, maintenant il est temps que je bouge un peu, quoi. Ouais, c'était elle, ça. Voilà, c'est vraiment une belle histoire. En tout cas, on découvre plein de choses. En plus, c'est bien parce que il y a des notices, il y a une notice bibliographique, une notice biographique, bien sûr. Il y a, vous parlez un petit peu de tous les personnages que l'on rencontre dans le livre, dont Michel Lebris. Non, mais Michel, il a Maëlle été... Chantrel. Et Maëlle Chantrel, qui est donc un personnage, évidemment, de cette bande dessinée. Ouais, c'est bien la première fois que je suis un personnage de bande dessinée. Alors, si tu veux, je peux lire ta biographie dans ça m'a fait très plaisir. Non, de personnages, non. Je la lis pas. Non, mais Michel Lebris, c'est vrai, il avait quand même quand il a réédité les livres d'Anita Conti, comme il a fait pour Nicolas Bouvier, comme il a fait pour Ella Maillard aussi. Hein. Absolument. Il a vraiment remis en lumière des gens extraordinaires qu'on ne connaissait pas ou peu. Merci. Merci. C'est qui la prochaine de vos héroïnes ? C'est qui la prochaine? Vous ne savez pas encore ou vous en parlez pas? On commence à y réfléchir, on fait d'autres choses entre-temps, mais on va parler de la première Gauloise bien avant Vercingétorix. Wow. Et je voulais aussi vous dire, vous avez un autre rendez-vous avec Anita Conti et avec vous, on va le donner ce rendez-vous quand même. À volontiers, parce que je crois que ça vaut la peine, pas vraiment pour nous, mais pour la personne qui nous accompagne, qui est Gwendal Giguelet, qui est un premier prix de conservatoire de Paris, qui va faire du piano sur les films d'Anita Conti demain, qu'on va projeter avec des dessins aussi, tout en racontant, narrant les grands moments de la vie d'Anita. Ça se passe vous savez plus? On n'a pas encore notre J'ai programme. noté, si, moi je l'avais noté. Oh là là, zut, je l'ai pas là. C'est toi qui l'as, parce que 14, t'as mon oui, c'est papier. lundi, escale À l'Escale. avec, voilà, à l'Escale. Donc sous le chapiteau en face, et c'est à quelle heure? À 14h. À 14h. Et il y a donc des extraits de ce qu'elle a filmé Ah oui, sur parce le qu'elle Bois elle a fait Rosé des films en extraordinaires. 1952, Oui. donc qui était un Terre-Neuval. Elle est à Terre-Neuve 5 mois avec un équipage de 59 marins. 59 parce qu'à partir de 60, il faut un médecin à bord. Donc c'est trop pour l'armateur. Donc ça s'arrête à 59. Et elle filme comme ça pendant 5 mois les marins Terre-Neuva qui travaillent à ce moment-là comme on travaillait au XVIe siècle. C'est-à-dire on pêche la morue et on la sale. Moi sur j'ai vu place. les images, elles sont impressionnantes. Avant Voltaire. Hein. Et à un moment même, ils ouvrent un requin, requin par pèlerin, le milieu, justement, oui. ils vident tous ses viscères, etc. Et ils mettent Anita dedans. Exactement. Mais tu l'as connue, non, Eric? Je suis un peu connu parce que je m'occupais du centre de la mer à Rochefort. Ouais. Exactement. Et en Charente-Maritime, la Corderie royale, et on lui avait fait un grand hommage à la fois sur ses photos et puis sur ses films. Parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire ça surtout avec l'urgence qui grandit, c'est comme ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que savoir n'est rien. Il faut toucher, il faut émouvoir, il faut incarner, il faut l'impression que c'est notre histoire qu'elle raconte. Et c'est ça qui est frappant. Vous savez, quand on dit dans la vie, ah ça c'est important dans un couple, ben on sait qu'on va se faire chier. Le noir et blanc. Bernard? Le noir et blanc. La fin de la phrase du noir et blanc. Ah, ça y est, voilà. Bernard. Noir et blanc, couleur de l'éternité. Wow. Bah voilà. On ne peut pas oublier ça. Si. Ah bah c'est bon. Oui, mais on retrouve. Merci Bernard, c'est magnifique.